Bonjour à toutes et à tous. Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et animateur de l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine que nous avons lancé cette année pour suivre les palpitantes élections et autres consultations électorales en Amérique latine. Merci à toutes et à tous de participer à cet horaire un petit peu atypique pour des visioconférences puisqu'on est à Paris, il est 13h37 maintenant, et à Santiago du Chili, d'où va intervenir Carlos Ominami, que je vais présenter dans un instant, il doit être 7h37 peut-être. Voilà, donc merci Carlos déjà pour cette disponibilité matinale. Vraiment, on vous remercie vraiment beaucoup. Alors, cette visioconférence est consacrée à un événement très important qui vient de se dérouler en Amérique du Sud. C'est bien sûr le référendum du 4 septembre qui prévoyait de demander aux Chiliens et aux Chiliennes de se prononcer sur le texte de nouvelle constitution proposée par la Convention constitutionnelle qui a travaillé depuis presque un an à ce projet et qui était soumis donc à l'approbation, apruebo en espagnol, ou au rejet, rechazo en espagnol, par donc la population. Donc notre visioconférence aujourd'hui, c'est de tirer le bilan, d'avoir aussi un point de vue, celui de Carlos Ominami, qui est un acteur et aussi un observateur de la vie politique et sociale chilienne et plus largement latino-américaine, sur le bilan. Alors, avant de démarrer, évidemment, rappeler factuellement que, comme l'indiquait d'ailleurs la plupart des enquêtes d'opinion, eh bien, c'est finalement le rejet du texte qui l'a emporté. Ça, j'ai envie de dire, c'était peut-être pas une surprise parce qu'on le voyait venir. La surprise, c'est l'ampleur de ce rejet, puisque la participation à ce référendum était historique. 13 millions de Chiliennes et de Chiliens ont participé sur un corps électoral de 15 millions d'individus, sur un pays de 19 millions d'habitants. C'est tout simplement énorme. Et donc, il faut comprendre le sens de ce rejet et ce qu'on va essayer de faire ensemble. Rejet qui est bien sûr un coup dur pour le gouvernement, le jeune gouvernement de gauche de Gabriel Boric, élu en mars 2021, qui avait participé à tout le mouvement social qui a abouti à cette constitution, et puis qui avait besoin de cette constitution pour peut-être réformer les structures du modèle de développement chilien. C'est donc un échec aussi pour lui. On va analyser tout cela avec notre invité du jour, qui est Carlos Ominami. Bonjour Carlos, merci d'être avec nous en direct de Santiago de Chile. On va vous représenter parce que vous intervenez assez régulièrement désormais à l'IRIS et on en est heureux. Carlos Ominami, qui est président de la Fondation Chile 21, qui est un centre de réflexion, un centre de recherche sur les questions politiques et régionales et internationales de politique extérieure au Chili. Vous avez été sénateur, vous avez été ministre aussi de l'économie dans les années 90 au Chili. Vous êtes évidemment un acteur de la vie politique chilienne, je le disais, mais aussi un fin observateur. Et vous êtes aussi, enfin, partenaire avec votre fondation de l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine, de l'IRIS. Et donc, c'est au titre de toutes ces choses-là que eh bien, vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous éclairer et de nous donner aussi votre point de vue à vous sur eh bien, ce qu'il faut tirer comme bilan de cette situation qui place le pays dans quelque chose d'assez compliqué. On va y revenir. On va se donner 15-20 minutes pour votre intervention, de manière à ce qu'on puisse engager aussi, je l'espère, un fructueux échange avec les personnes qui nous font l'amitié de participer à notre séance aujourd'hui. Donc, je vous cède la parole, Carlos, pour donc 15-20 minutes. C'est à vous. Merci, Christophe. Je te remercie vivement à toi et à l'IRIS pour cette opportunité de partager avec vous mon analyse du référendum constitutionnel qui vient d'avoir lieu dimanche passé au Chili. Bien entendu, j'aurais voulu vous apporter des meilleures nouvelles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en fait, ce n'est pas tout à fait une surprise. Je dois dire, je l'ai dit très humblement, que je me compte parmi ceux qui ont alerté depuis un bon moment déjà
sur la possibilité d'un échec si la Convention n'introduisait pas un certain nombre de corrections au texte qui était en train d'être proposé. Qui plus est, la Fondation Chili 21, à laquelle j'appartiens, a adressé une lettre ouverte à la Convention au début du mois de mai. Leur demandant à la Convention une rectification du texte. Il était encore possible de le faire parce que avant la fin du processus, c'était une commission dite d'harmonisation qui devait intervenir pour en finir avec les textes. C'était quand même la possibilité d'introduire un certain nombre de corrections qui allaient améliorer les textes. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Je suis conscient que ce n'est pas forcément très sympathique de dire tout ça, mais je crois que une révision d'y passer de la façon dont les choses se sont passées est tout à fait nécessaire. Je crois qu'on apprend davantage des défaites que des victoires, à condition naturellement d'en faire un jugement honnête, rigoureux. Commençons par les faits. L'option rechasse l'a emporté d'une façon complètement écrasante. En gros, 62% contre 38%. Avec, comme disait Christophe, une participation tout à fait record du fait du vote obligatoire. Il y a eu une participation d'environ 85% de la population. Et peut-être plus, parce que du fait qu'on a un système avec enregistrement automatique, tous les Chiliens qui ont plus de 18 ans sont automatiquement inscrits dans les registres. Il y a à peu près un demi-million de personnes qui habitent en dehors du Chili, qui sont inscrites et qui ne pouvaient pas voter. On voit, et ça c'est important, l'option rechazo a eu à peu près 8 millions de voix. C'est-à-dire 2 millions de plus de voix que l'option apruebo dans le référendum d'entrée du mois d'octobre de l'année 2021. Et un peu plus de 3 millions de voix de plus que ce qu'a eu Gabriel Boric au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il faut dire aussi que le rechazo l'a emporté dans toutes les régions et dans presque toutes les communes du pays, sauf 8. C'est-à-dire, il l'a emporté dans 330 communes. Il n'y a que 8 communes dans lesquelles c'est la preuve qu'il a emporté. Une donnée très inquiétante est la suivante. Les écarts entre el apruebo et le rechazo sont plus grands au fur et à mesure que l'on descend dans la pyramide des revenus. C'est-à-dire que le vote rechazo a été encore plus massif dans les secteurs les plus populaires. Je vais revenir sur ce point-là qui est fondamental. Du point de vue politique, c'est évident qu'il s'agit d'un coup dur, un coup extrêmement dur contre le processus et contre le gouvernement. C'est clair que c'est un échec de la Convention parce qu'elle n'a pas pu remplir sa mission. Sa tâche, c'était de proposer un texte qui pourrait être approuvé par une large majorité de la population chilienne, ce qui n'a pas été le cas. C'est un coup dur, mais ce n'est pas un coup définitif. Et ça, c'est un point aussi très important de souligner. Ce n'est pas, comme il y a des gens qui l'ont dit, ce n'est pas la victoire de la Constitution de Pinochet. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas une bonne analyse. La campagne de rechazo ne s'est pas faite sur la défense de la Constitution de 1980. Elle s'est faite très intelligemment sur l'idée d'une nouvelle constitution, mais d'une constitution mieux faite, meilleure que la constitution proposée. À partir du lundi, c'est donc ouverte en 200 temps
constitutionnel, en 200 ans constitutionnel, dont les règles doivent être définies. Et ça, c'est tout un débat assez compliqué qui vient de démarrer hier. C'est un débat qui est situé dans le Parlement et qui doit aboutir dans la prochaine semaine à un nouvel système de règles pour, je crois, élire une nouvelle convention qui puisse proposer un nouveau texte. C'est donc, j'insiste, c'est un coup dur, mais ce n'est pas un coup définitif contre le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution. Je dirais même plus, bien qu'il y a eu un échec de l'option approve, il y a quand même quelques acquis du processus qui vont forcément être pris en compte dans les débats, dans les nouveaux débats qui commencent. Le premier, c'est la définition qui était contenue dans l'article 1 du texte proposé. Le Chili est un État social et démocratique de droit. Moi, j'ai l'impression que cette définition-là, elle va être contenue aussi dans le nouveau texte. Et c'est quand même un acquis de tous les débats qu'on a eu depuis en fait la révolte d'octobre de l'année 2019. Avec cette définition d'État social et démocratique de droit, je vois qu'il y a aussi un large consensus autour de la nécessité d'avoir une protection très forte de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement comme une question centrale, la reconnaissance des droits des peuples originaires, la régionalisation, la décentralisation, et peut-être aussi la parité homme-femme dans toutes les instances. Je dis peut-être parce que dans les compromis qu'ont fait les forces qui étaient pour le rechazo, quelques semaines avant le référendum, de façon à améliorer cette position et établir de façon très nette, très claire, qu'ils ne défendaient pas la constitution de Pinochet, ils n'ont pas eu accord pour introduire la parité comme une question qui devait être incorporée dans les nouveaux textes. Il va y avoir donc un débat sur la question de la parité. Voilà pour l'essentiel des faits. Un coup dur, mais pas définitif, mais quand même un certain nombre important d'acquis qui vont être contenus dans les nouveaux textes. Alors maintenant, aux explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai identifié 4 dimensions fondamentales pour essayer de bâtir une explication de ces résultats. Première dimension, c'est évident. C'est une élection qui est intervenue dans un cadre général de crise économique, d'inflation très importante, 12% par an, ce qui était quelque chose de complètement inconnu au Chili depuis 20 ans, 25 ans, baisse des salaires réels, et d'autre part, point très important, une aggravation du sentiment d'insécurité. Et surtout avec la crise de la soi-disant la zone, ce qu'on appelle au Chili la macrozone sur, qui est le centre de la population indigène. Il faut dire que c'est vraiment dans le monde actuel, c'est très difficile de gagner une élection dans ces conditions-là. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, les comportements de la convention. Il faut dire que dès le début de l'installation de la convention, il y a eu beaucoup d'excès. Il y a eu un conventionnel qui était très populaire au moment de la campagne, il a fait campagne en disant qu'il avait un cancer et que le système n'avait pas de réponse pour lui. Bon, rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, donc que c'était un mensonge. Ça apportait un coup très dur à la crédibilité de la convention. Il y a des gens qui sont arrivés à la convention déguisés, il y a
des gens qui ont voté en se couchant dans sa maison, parce que c'était à l'époque encore de la pandémie et dans le confinement. Et on a eu un début. L'installation de la convention a été très compliquée, la cérémonie d'installation a été interrompue. Donc, il avait tout ce qui était, si vous voulez, les formalités républicaines n'étaient pas complètement remplies. Mais à part ces anecdotes, en fait, je vois qu'il y a deux questions politiques majeures dans le comportement de la Convention. Premièrement, l'absence d'une vue globale. La Convention, qui était composée par 155 membres, était à une très large majorité composée par des personnes dites indépendantes, plus de 100, et qui représentaient essentiellement des collectifs identitaires, des collectifs écologistes, régionalistes, animalistes et indigènes. Les peuples indigènes avaient 17 sièges sur 55. Ils ont en fait produit une constitution qui est très largement marquée par ces signes d'identité. Par exemple, si on lit l'ensemble de la Constitution, les 338 articles permanents et les 57 articles transitoires, il y avait à peu près une quarantaine d'articles qui faisaient référence aux droits des peuples originaires. Et parce que les 17 personnes, les 17 constituants qui ont participé avaient comme but de introduire dans tous les chapitres de la Constitution ces droits. D'où l'idée que finalement les gens se sont fait que c'était une Constitution essentiellement indigène. Ça, c'est à mon avis un premier point tout à fait fondamental, les caractères identitaires et l'absence d'une vue globale. Puis, deuxième erreur fatale, c'est le fait suivant. D'après le règlement, les accords de la Constitution, les accords de la Convention devaient être offris avec les 2 tiers de la Convention, ce qui était encore haut, élevé. Or, les collectifs identitaires, ils savaient à peu près les 2 tiers. La droite n'a pas réussi dans l'élection du mai 2021 à avoir les tiers lui permettant de jouer un rôle significatif. Or, les gens de la Convention ont confondu, ou ne se sont pas rendus compte que les 2 tiers de la Convention, très rapidement, n'étaient plus les 2 tiers de la société chilienne. La Convention a été élue le mois de mai de l'année 2020. On a eu des élections, pardon, 2021. On a eu des élections présidentielles et législatives le mois de novembre, c'est-à-dire 6 mois après. Dans ces élections-là, la droite, au niveau présidentiel, dans le deuxième tour, a eu 45% de voix. Et dans l'élection parlementaire, la droite, elle a eu plus de 40% de voix. Donc, il était évident que les rapports de force qui avaient produit cette élection-là, le mois de mai, n'étaient plus valables par la suite. Dans ces cadres-là, ils n'ont pas fait quelque chose qui était essentiel, d'essayer de trouver un accord avec une partie des forces de droite. Je crois il avait une partie des forces de droite qui était relativement bien disposée à faire partie d'un accord. Comme la droite, elle avait à peu près 37 membres de la Convention, à peu près 20% de la Convention, très loin du tiers, donc elle n'a pas été considérée et la Convention a produit un texte qui a été rejeté par toutes les forces de droite.
ça ça a été un effet très important lors, lors du débat dans la société chilienne face au référendum du dimanche passé. Donc, un problème avec le cadre général, inflation, crise économique, insécurité. Deuxièmement, les comportements même de la Convention, les excès, mais surtout les erreurs politiques. Troisième dimension, le texte. C'est un texte qui a des choses qui sont très importantes, hein, comme je disais tout à l'heure, la définition du Chili comme un État social, démocratique de droit, l'idée d'une république solidaire, l'idée de république paritaire, la protection de l'environnement comme quelque chose de tout à fait central, la reconnaissance des peuples originaires. Mais aussi, c'est un texte très long, avec énormément d'articles, 338 articles permanents, que laissait des brèches très importantes qui ont été très intelligemment utilisées par la droite. J'en donne 4 exemples. Première, la définition de la plurinationalité. Ça, les gens, et ça explique les votes au niveau populaire, les gens ont compris ça comme finalement quelque chose qui était contre les principes de l'égalité devant la loi. C'était acquis dans la population l'idée que la population indigène allait avoir des droits, allait avoir beaucoup plus de droits que la population ordinaire. La Constitution parlait de 2 systèmes de justice, la justice ordinaire et la justice indigène. Ça, c'est quelque chose qui était très, très mal perçu, essentiel et pas, spécialement dans les milieux populaires. Donc, première brèche, la plurinationalité. Deuxième brèche qui était très injuste, mais qui était très largement utilisée, c'est l'idée que la Constitution n'assurait pas la propriété de la maison. La Constitution parlait pour la première fois d'une maison, un logement digne, ne parlait pas d'un logement propre. Or, ça allait à l'encontre de toute une tradition de la société chilienne dans laquelle les familles, même les plus modestes, veulent avoir leur maison à eux. Ça a été un élément très, très important de campagne de la droite en disant que les familles, même les plus modestes, n'allaient pas pouvoir laisser leur maison comme héritage à leurs enfants. Troisième brèche, un classique, les menaces sur l'éducation privée. Et quatrième brèche, les menaces sur la santé privée. Du fait que la Convention proposait, et moi j'étais tout à fait d'accord, l'idée d'un fonds commun pour assurer la santé de tout le monde. Ça, c'est la troisième dimension. Et puis enfin, la quatrième, mais qui n'est pas la moins importante, c'est le gouvernement. Le référendum, c'était un référendum sur la Constitution. Mais c'était aussi un référendum sur le gouvernement, sur le comportement, l'action, la gestion du gouvernement pendant les premiers 6 mois. Ça, c'était, à mon avis, absolument inévitable qu'il y ait un lien très direct entre les jugements sur la Constitution et un avis sur la gestion du gouvernement. Or, il faut dire que la gestion du gouvernement pendant les premiers 6 mois a été une gestion compliquée, une gestion difficile, un gouvernement très jeune qui a eu énormément de difficultés pour s'installer et dont les réalisations ne sont pas très nombreuses. C'est très impressionnant de regarder comment dans les sondages, la courbe d'approbation du gouvernement était la même, ou la courbe d'approbation, la courbe de l'approbation dans la Constitution, suivait de très près l'évolution de la courbe d'approbation du gouvernement. Or, le gouvernement, au moment du référendum, au moment de l'élection, le 4 septembre,
avait une approbation qui était au-dessous de 40% de la population. Donc, c'est aussi un élément qui explique de façon très directe les résultats qu'on a eu. Je vois qu'en plus, le gouvernement il a commis quelques erreurs. Dès le début, le gouvernement a déclaré qu'il allait respecter l'autonomie de la Convention. Il n'a donc pas intervenu pour essayer de faire face, pour essayer d'éviter les excès de la Convention. Moi, je crois que cette idée de l'autonomie, ce n'était pas une bonne idée, parce qu'en fait, les textes qui allaient être proposés, ça nous concernait à tous, et au premier lieu au gouvernement, parce que le référendum allait être un référendum aussi sur la gestion du gouvernement. Voilà, à mon avis, les 4 dimensions, de façon peut-être très schématique, qui expliquent ces résultats. Un mot final pour les perspectives. Le gouvernement vient de prendre deux décisions majeures. Première décision, laisser l'organisation du 12e temps constitutionnel au Congrès. Et je viens de lire hier, la nouvelle ministre qui gère les relations avec le Parlement. Il a dit que le gouvernement allait accompagner le processus, mais qu'il n'allait pas intervenir et qu'il n'allait pas avoir une opinion sur les mécanismes qui doivent être mis en place pour organiser ce 12e temps. Ça, c'est une première décision. C'est donc les forces politiques représentées au Parlement qui doivent organiser le processus. Et deuxième décision, il y a eu mardi passé un remaniement ministériel dont les caractéristiques, en gros, c'est l'entrée en puissance de figures qui étaient très importantes dans la période précédente, dans la période du gouvernement de la concertation, dans la période du gouvernement de l'ancienne présidente Bachelet. Et la personne la plus connue, c'est Carolina Toa. C'est une avocate. Il a 56 ans. Elle a été ministre dans le gouvernement précédent. Elle a été maire. Elle a été aussi députée. Donc, c'est quelqu'un qui appartient à une génération intermédiaire entre la génération Boris et la génération de gens comme moi qui ont participé à la transition. Elle a assumé le ministère de l'Intérieur, qui au Chili, c'est pas l'équivalent du Premier ministre, mais c'est quelque chose qui ressemble au Premier ministre dans la République française. Voilà les deux décisions. On entame un débat très compliqué. Peut-être que dans les débats, on pourrait s'en expliquer plus davantage. Mais j'en termine en laissant 4 points d'interrogation qui doivent être résolus au cours des semaines prochaines. Premier point d'interrogation, la capacité du nouveau gouvernement d'améliorer sa gestion sur le plan économique et sur le plan de la sécurité. Ça, c'est un point tout à fait fondamental. Deuxième point d'interrogation, quelles vont être les nouvelles règles du processus? Troisième point, la sincérité du compromis de la droite d'aller vraiment vers une nouvelle constitution. Je vois dans les journaux d'aujourd'hui déjà des déclarations de représentants importants de la droite qui disent en fait, c'est pas tout à fait nécessaire d'aller vers une nouvelle constitution. Peut-être qu'on pourrait introduire des réformes importantes à l'actuelle constitution. Donc, je crois que la sincérité de la droite elle va être mise à l'épreuve. Et puis, c'est quelque chose qui doit intervenir peut-être dans les moyens termes. C'est la réorganisation des forces politiques. Nous, on a, du fait des changements du système électoral, on a une configuration politique dans les parlements qui est tout à fait impossible. On a à peu près une vingtaine de partis politiques
ça c'est un éparpillement qui rend très difficile la possibilité de trouver des accords. Donc, il va y avoir aussi, je crois, dans les moyens termes, une redéfinition une reconfiguration du système de force politique au Chili. Voilà, Christophe, j'ai essayé de vous donner une explication la plus rigoureuse et la plus honnête possible. Merci beaucoup, Carlos. Vraiment, j'allais employer ce mot de rigoureux aussi, donc tu me l'enlèves de la bouche. Je voulais te remercier pour cet exposé d'une grande clarté. Effectivement, je crois qui restitue à la fois ton point de vue sur la situation, et c'est ce qu'on voulait entendre aussi, mais aussi d'une manière factuellement tout à fait rigoureuse, comme tu viens de le dire, et qui permet, je crois, à tous ceux qui nous ont entendus d'avoir une image peut-être plus précise de la situation avec un certain nombre de sujets d'intérêt et de questions certainement sur certains aspects de ce que tu as dit. Alors, ce que je propose, Carlos, c'est j'ai des questions qui arrivent sur le chat en même temps de notre échange. Moi, j'ai noté pas mal de choses et j'ai aussi, à vrai dire, pas mal de questions, mais priorité aux participants. On va voir comment tout ça évolue. On a un petit peu de temps, donc on va commencer avec une série de 3 questions, si tu veux bien, Carlos. La première, oui, par 3, ça va? Par 3. Voilà. Alors, là, c'est des questions qui sont un peu différentes, mais enfin, qui, évidemment, sont directement liées aux propos. Alors, il y a une première question de Julia Eres Garcia, que je remercie, qui te remercie d'ailleurs pour ton intervention et les éclairages, mais elle voudrait savoir quel a été le rôle des médias. Est-ce qu'il y a eu un rôle particulier des médias dans le sens du rechazo, c'est-à-dire du rejet? Première question. Alors, je réponds à Philippe Arnaud, qui lui pose pas une question, mais il dit qu'il n'a pas retenu le deuxième point d'interrogation de Carlos. Le deuxième point, si je ne me trompe pas, Philippe Arnaud, c'était quelles vont être finalement les nouvelles règles du nouveau processus constituant qui va être négocié âprement entre les partis du Congrès chilien. C'était ça la deuxième interrogation pointée par Carlos, parce qu'on ne peut pas y répondre à l'heure où on se parle. Troisième question de Stéphane Witkowski. La position de l'Église catholique, Carlos, dans ce débat. Est-ce que l'Église catholique a joué un rôle? Si oui, lequel dans ce résultat? En particulier, on s'intéresse évidemment à la question de l'inscription de l'avortement, par exemple, dans cette constitution. Qu'en est-il? Et dans le même mouvement, alors, je voulais le dire, d'ailleurs, merci Stéphane Bukowski, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez qui en France n'a pas du tout été analysé encore. C'est en fait de nombreux Mapuches ont voté contre la Constitution, et j'ai même pu lire, si je ne me trompe pas, que les premières études électorales montrent que majoritairement les populations autochtones, malgré l'inscription du caractère plurinational, on en reparlera tout à l'heure, de la nation chilienne, aurait voté contre son texte. Donc, comment analyser le fait que certaines catégories qui ont été très finalement valorisées par cette constitution ont voté contre? Je prends, voilà, c'est les 3 premières questions, et on en aura d'autres ensuite. Bon, je vais, le rôle des médias, il est très important. Et pour l'essentiel, les journaux et les principaux médias étaient pour l'option rejet, pour le rechazo. Ça, c'était clair. Or, ça, c'était une donnée de la situation. Ce n'est pas une explication, c'est un fait. On a l'option apruebo dans les référendums d'octobre de l'année 2020 a eu 80%, malgré l'opposition des médias. Boris a été élu président de la République malgré l'opposition des médias. Donc, il faut bien reconnaître que les médias ont joué un rôle important, mais qui n'est pas décisif. C'est évident aussi, peut-être ça va, on en parlera, il y a eu une campagne de la droite avec énormément de ressources.
Mais ça, c'est aussi une donnée. C'est un fait que la droite a tout le temps un contrôle des médias et dispose de beaucoup plus de ressources que les partis de gauche, les partis de centre. Mais pour répondre à la question, les médias ils ont joué un rôle très important, mais à mon avis ils ont trouvé des conditions beaucoup plus favorables que dans d'autres élections pour avancer avec les positions que l'on connaît. Sur les règles, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il est évident que on trouvera un accord au Parlement permettant de donner une certaine participation au secteur indépendant, mais on ne fera pas, c'est ce qu'on a fait dans la convention précédente, qui était la possibilité offerte aux candidatures indépendantes de constituer des listes. Ce qui a été, en fait, c'était un contresens. Un indépendant, c'est un indépendant. Les indépendants, dans la convention passée, dans les règles de la convention passée, ils pouvaient, tout en gardant la condition d'indépendante, ils pouvaient avoir tous les avantages d'être un parti politique. C'est ça qui explique cette règle-là, ont énormément aidé à la constitution d'un corps à la convention qui était largement dominé par les collectifs identitaires, dits collectifs dits indépendants. Il va y avoir donc un changement par rapport à ça, et il va y avoir aussi un changement important par rapport à la représentation des peuples indigènes. Parce qu'on va se dire, il faut qu'il y ait une représentation, mais que ce sera une représentation qui sera liée à la participation électorale réelle des peuples originaires et non pas à un nombre prédéfini de sièges comme c'était le cas dans la convention précédente. Les peuples originaires avaient 17 sièges et qui allaient être élus ou assignés indépendamment de la votation du peuple indigène. Il y a ce qui a permis, par exemple, je crois qu'il y a un conventionnel des peuples originaires qui a été élu avec moins de 60 voix. Donc, ça va changer. Ça, c'est pour les règles. L'Église catholique, elle a un rôle aussi important. L'Église catholique, elle a une influence, comme à peu près dans tout le monde, une influence qui est à la baisse. Mais quand même, elle a joué un rôle. Et le rôle, c'était justement du fait que la Constitution prévoyait ou établissait les droits à l'avortement. Ça, c'est un débat. Moi, je crois. Moi, je crois à l'avortement légal, mais il me semble qu'il faut mieux, il vaut mieux l'avoir comme part de la discussion légale. L'avortement, ça doit être, le droit à l'avortement, ça doit être inscrit dans une loi et non pas dans la Constitution. Il y a eu des gens, même des gens de centre-gauche, qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas voter pour une Constitution qui établissait en principe un droit qui était tout à fait à l'encontre de leur conviction. On le sait. Moi, je suis pas allé à la messe le dimanche d'avant la semaine, d'avant le référendum, mais dans toutes les églises du Chili étaient lus les passages sur l'avortement en demandant aux catholiques de voter contre. Donc, un rôle important aussi de l'Église catholique. Et puis la question de la plurinationalité, il y a une étude que j'ai l'impression qu'elle est très bien faite, sur les comportements des peuples originaires, des indigènes. Et cette étude montre que l'idée de la plurinationalité n'est pas une idée très populaire dans ce milieu-là. Ce qui intéresse les peuples originaires, c'est la reconnaissance de leur culture et surtout la possibilité de reprendre une partie des terres qui appartenaient à ses ancêtres. La question de la plurinationalité a fait des ravages au niveau populaire parce que les gens finalement sentent que le pays est un seul. Moi, en fait,
à mon avis, ce qu'on doit reconnaître, c'est l'existence des nations originaires. Le Chili était à l'origine une nation constituée par, disons, un pays constitué par l'ensemble des nations. Mais maintenant, ce sont des peuples, ce n'est pas exactement des nations. Et cette idée de la plurinationalité, ça a permis à la droite de faire une campagne qui a fait, comme je disais, des ravages au niveau des milieux populaires. Il faut penser, par exemple, je ne sais pas, en France, au Chili, la sélection du foot, ça s'appelle la Rouge. Donc, les gens ils disaient, écoutez, mais il va y avoir maintenant une dizaine de nationalités, donc il va y avoir une dizaine d'équipes de foot, comme on allait à l'encontre de l'idée des Bleus en France. Dans les milieux populaires, et ainsi, ça fait des ravages. Merci Carlos, hein, c'est vraiment très très intéressant tout ça et ça fait beaucoup réfléchir au-delà du sujet chilien parce que ces questions de constitution ou de constituante sont à l'ordre du jour dans plein d'endroits, intéressent beaucoup de gens et là on a vraiment un cas d'école pour observer tout ce qui peut se passer à partir de processus comme ça, y compris avec des effets assez contradictoires et non anticipés. Merci pour ces éléments. Alors, je crois qu'on a bien compris sur l'Église catholique, sur la question indigène. Il y a une question aussi disons, il y a ça qui a joué manifestement dans le rejet au sein des classes populaires de cette constitution. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons, nous demande Michel Auzet, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Qu'est-ce qui explique disons l'ensemble des raisons qui ont provoqué un rejet au sein des classes populaires chiliennes? Est-ce qu'il y a d'autres raisons que ça? Oui, il y en a d'autres. Moi, dans mon exposé, je fais référence à quatre. Mais je crois qu'il y en a davantage. Parmi les quatre, je répète, il y a l'idée que la plurinationalité était à l'encontre du principe de l'égalité de tout le monde devant la loi, donc l'inégalité devant la loi. Il y a l'histoire du logement propre, l'histoire de l'éducation privée. Dans les débats de la Convention, on reconnaît qu'il y a un système d'éducation, mais à mon avis, pour un préjudice idéologique, ils n'ont pas voulu établir l'existence de l'éducation privée au niveau constitutionnel. Donc, il y a vraiment des gens qui ont senti que l'éducation privée, que dans l'enseignement secondaire, au Chili, représente plus de 50% du total, bon, ça a été vécu comme une menace. L'histoire de la santé privée. Au Chili, il y a à peu près 25% de la population qui en fait a un système de santé privé, un système d'assurance privé. Donc, ces gens-là, ils sont sentis aussi qu'il avait une menace sur ce système privé. Et la campagne de la droite a beaucoup insisté sur le fait que vous allez perdre votre possibilité de vous soigner dans le système privé et vous allez être obligé de faire partie du système public qui est un système qui ne marche pas très bien. Il y a ça. Puis, il y a l'histoire des fonds de pension. Au Chili, nous avons un système dit de capitalisation individuelle. Ça, c'est un point tout à fait fondamental. Le système de capitalisation individuelle. Chacun a un compte. Or, on disait que la droite, elle disait que les fonds de pension allaient être nationalisés, comme on a fait en Argentine, par exemple, et que les gens, ils allaient perdre la propriété de leurs fonds et la possibilité de les rendre en héritage. Donc, ça, c'était un point aussi très important dans la campagne de la droite. Comme vous voulez, avec l'éducation privée, la santé privée, les fonds de pension, l'égalité devant la loi, l'histoire de la maison,
Ça, on a de quoi faire une campagne très forte et très populaire contre les textes posés. Carlos, quand vous dites la maison, ça fait référence à la question du droit de propriété, en fait, c'est ça? Là, voilà, parce que oui, c'était la Constitution, pour la première fois, établissait l'idée, les droits d'un logement propre, d'un logement digne. Or, ils n'ont pas introduit l'idée de la propriété du logement. Et c'est bien, parce que je ne sais pas comment ça se passe en France. La mairie de Paris a un certain nombre de logements d'HLM qui sont donnés aux gens qui ont besoin. Ça, c'est une maison tout à fait digne, mais ce n'est pas un logement qui soit propriété privée. Mhm. Les gens, ils n'ont pas très bien compris cette idée-là. Et la droite, elle a énormément profité pour dire que vous n'allez pas pouvoir donner un héritage votre maison. La maison qui était, je ne sais pas, donnée par l'État. Oui, je comprends. Oui, on a le même genre de débat. Ok, merci beaucoup. Alors, en fait, j'ai énormément de questions, donc cette discussion passionne tous les gens qui sont avec nous, et tant mieux. J'espère qu'on va pouvoir traiter un maximum. Je lis en même temps pour peut-être un peu condenser, parce que souvent les questions se croisent, hein. Enfin, pas souvent, mais il y a des questions qui se croisent en tout cas. Alors, on va rester sur ce thème des classes populaires, Carlos Ominami, si vous voulez bien, parce qu'il intéresse beaucoup de gens. On a Martine Billard qui nous demande bon, alors, quelle part revient au rejet du texte lui-même et à son contenu dans ce rejet, et quelle part revient finalement au sein des classes populaires au rejet du système politique dans son ensemble? Voilà. Et elle demande que peut-on dire de la question, est-ce qu'on peut dire que la question sociale n'était pas assez présente dans le texte? Qui est une deuxième question finalement. Je ne sais pas pour la deuxième question, je crois La que deuxième question, c'est est-ce que ouais, on peut dire que la question sociale n'était pas assez présente dans ce texte? Et la première question, c'est au sein des classes populaires, on a compris qu'il y a une grosse part du rejet qui est liée à ce qu'il y avait dans le texte, mais est-ce qu'il y avait aussi le rejet du système politique dans son ensemble? Est-ce que ce référendum a servi finalement à répondre au texte, mais aussi plus largement à s'exprimer contre le système politique en général, ne voulant pas le légitimer en quelque sorte? ouais, moi je crois il y a beaucoup de ça. Hein. Mhm. Dans les conditions actuelles, moi je crois qu'il y a une tendance, qu'il y a un vote de rejet de tout ce qui vient du système. La Convention a été élue à un moment donné, le mois de mai de l'année passée, comme une instance en fait contre les pouvoirs constitués. Le référendum, d'entrée avait des questions. Une première question, c'était voulez-vous une nouvelle constitution? Et puis, deuxième question, pour si l'option nouvelle constitution l'emporte, quelle doit être l'instance qui doit rédiger la nouvelle constitution? Et là, il y avait deux possibilités. La possibilité d'une convention 100% citoyenne ou la possibilité d'une convention mixte, 50% citoyenne, 50% les parlements. Bon, à 80%, les gens ils ont dit une nouvelle constitution et une constitution entièrement rédigée par les citoyens. C'est ce qu'on a fait. Or, ça a donné les résultats que l'on connaît. Moi, je crois que la, les gens, ils sont finalement perçus que la Convention appartenait au système politique. Et donc, il y a eu progressivement un vote de rejet à la Convention comme faisant partie du système institutionnel que l'on régit. D'où la complication, les problèmes actuels de centrer tous les débats sur les nouvelles règles, le nouveau processus et le deuxième temps constitutionnel dans les congrès. Si le gouvernement a un taux d'approbation qui est au-dessous de 40%, le taux d'approbation du congrès est au-dessous de 10%. Donc,
là, il va y avoir aussi un problème très compliqué de légitimité. Mais pour répondre à la question, oui, je crois il y a une dimension régie au système politique. Il va falloir trouver un très bon système pour ce deuxième temps. L'idée, et je crois que c'est une idée de consensus, une idée très largement approuvée, que la période, on ne peut pas avoir une nouvelle période d'un an, qu'il faut raccourcir la période. On en parle de 6 mois. Avec l'idée aussi que l'on puisse avoir, si jamais on tombe d'accord pour élire une nouvelle convention, que cette nouvelle convention puisse être élue le mois de janvier prochain, qu'elle doit rendre les textes vers le mois de juin, juillet, de façon à ce qu'on puisse avoir un nouveau référendum le mois de septembre. On dit en plus septembre prochain, on ne fête pas, on commémore les cinquantenaires du coup d'État. Mhm. Ça peut être, je ne sais pas, un itinéraire. Or, moi, à partir de cette interrogation sur les régions, système politique, je me demande qu'est-ce qui peut se passer dans un système de vote obligatoire si les gens perçoivent que ce sont finalement les partis politiques qui ont repris le contrôle du processus. Et il peut y avoir aussi un vote de rejet. C'est quand même, c'est un débat très compliqué qui doit être résolu dans les semaines prochaines en vue d'établir de nouvelles règles permettant l'organisation de ce deuxième temps. Mais je crois que cette idée de régime politique doit être très présente. Et une autre chose, je crois que la Convention elle a commis une autre erreur, qui a été très grave. C'est l'ordre du débat. La Convention, le mandat de la Convention, c'était de produire un nouveau texte, de proposer un nouveau texte. Elle avait 9 mois, plus 3 mois, si jamais les 9 mois n'étaient pas suffisants. Finalement, ils ont pris les 12 mois. Or, ils ont passé les 3 premiers mois pour discuter le règlement. C'était un débat très important pour la Convention, mais complètement inintéressant pour la population. Donc, au lieu de partir, au lieu de mettre l'accent, de mettre au centre du débat, les droits sociaux, qui étaient la partie qui intéressait le plus au milieu populaire, ils ont mis le règlement et puis la question du système politique. Il y a eu tout un débat très large, très compliqué sur la question du système politique. Et la question des droits sociaux n'est intervenue qu'à la fin du débat. Donc, au moment où il avait déjà un avis très largement négatif sur le fonctionnement de la Convention. Mm. Ce qui n'a pas permis de mettre au centre du débat la question des droits sociaux. Et du fait, en plus, du fait de la crise économique, l'inflation, toutes les difficultés, la droite, elle a dit, écoutez, ouais, vous avez un très joli catalogue de droits sociaux, mais ça compte rien, ça vaut rien. Ça, c'est la constitution bolivienne, la constitution équatorienne, la constitution mexicaine, en fait, toute la tradition du constitutionnalisme latino-américain. Ça, c'est très fécond dans le catalogue des droits, mais ce sont des droits qui finalement ne peuvent pas être assurés parce que c'est une constitution qui va à l'encontre de la croissance économique. C'était en fait un peu le débat. Donc, aussi un enseignement important pour ce type de débat. Il faut commencer pour mettre dans le centre du débat la question des droits sociaux, que c'était la question la plus intéressante, c'était la réponse à la révolte d'octobre, parce qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que tout ce processus est le fait de la révolte d'octobre
d'octobre de l'année 2019. Merci, merci Carlos. On va continuer. J'ai vraiment beaucoup de questions. Alors, on va arriver bientôt à disons, un paquet de questions plus politiques. Mais avant cela, il y a une question de Geneviève Rivière, un peu sur le même sujet, d'une certaine manière, enfin, dans la continuité de ces discussions sur la question sociale, etc., qui se demande si finalement, est-ce qu'on peut attribuer aussi une partie du rejet de ce texte dans ce fameux contexte économique déprimé du Chili. Est-ce que ça veut dire aussi que beaucoup de Chiliens, voire une majorité de Chiliens, ne croient pas finalement que l'État ait les moyens en réalité de mettre en place et de financer les réformes qu'il promet à la population chilienne? Oui, tout à fait. Bon, je le disais tout à l'heure. Et l'argument de la droite. Hein. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir un débat à la télévision ouverte. C'était les derniers jours de campagne. C'était le jeudi avant dimanche. Et j'étais justement avec Bernardo Fontaine, qui était un des porte-parole de l'option Régé, qui était un économiste. Et son argument, c'était de dire, écoutez, c'est ce qu'il dit M. Dominami, c'est très, très joli, la Constitution est là, un catalogue des droits, même à être heureux. Ce n'est pas le cas, mais on rigolait un peu. Mais ils insistaient beaucoup sur le fait que c'était une constitution qui ne donnait pas les moyens au niveau de la croissance économique pour assurer, pour assurer que ces droits allaient être des droits réels et pas seulement rhétoriques. Ça, c'est la, ça, c'est l'argument de la droite. Et je crois il y a un soupçon qui a un certain fondement sur la difficulté de la part de l'État de trouver les moyens d'assurer ce type de droits. La Constitution, elle avait un article très précis sur la fiscalité, sur les impôts. Et c'était un article qui était très bien sur le fait que ça devait être un système progressif, juste, etc. Mais, mais les gens, ils ont perçu que c'était plutôt des définitions rhétoriques, pas tout à fait une, une constitution qui allait assurer dans la réalité l'accomplissement de ces droits. On va arriver, merci encore une fois, on avance bien et tout ça nous fait réfléchir en même temps qu'on vous écoute. Euh, alors une question avant d'arriver au bloc des questions politiques de Patrick Vassallo. Est-ce que aussi un des éléments, mais vous l'avez déjà un peu dit, c'est est-ce que c'est aussi le fait que la Convention constitutionnelle, finalement, n'a pas su promouvoir son propre travail? Est-ce qu'elle a trop travaillé de manière en vase clos, comme on dit, c'est-à-dire enfermée sur elle-même, et n'a pas su communiquer, finalement, ou ancrer le débat qu'elle incarnait, disons, dans le territoire et dans la société chilienne? Moi, je crois que ça, c'est tout à fait vrai. Je crois que une année pour construire un texte qui devait démarrer sur, comme on disait, sur une feuille blanche, c'était pas beaucoup. Hein. Je crois que on peut avoir pas mal de critiques à l'égard des gens qui ont participé à la convention, mais ils ont beaucoup travaillé. À la fin, je sais pas, il n'avait pas de week-end, il avait des horaires tout à fait impossibles. Ils ont énormément travaillé. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu ni le temps, ni les moyens pour faire participer la population. Ils ont essayé d'avoir quelques réunions dans le nord et puis dans le sud, mais, mais en fait, ça il faut le dire, c'était le gouvernement précédent, celui qui était responsable d'assurer les moyens permettant le bon fonctionnement de la Convention. Or, le gouvernement précédent, il n'avait pas énormément intérêt au succès de la Convention. Mmh. Ça, on l'a vu dès le début.
les débuts, les jours de l'installation de la Convention, tous les ordinateurs, tous les systèmes informatiques étaient mis en place. Ils ont été obligés d'aller même ailleurs, à l'Université du Chili, trouver des sièges pour faire démarrer les travaux. Donc, il faut dire que la Convention n'a pas eu tous les moyens, toutes les conditions permettant de faire un meilleur travail. Le fait, mais quand même, je crois qu'ils ont dépensé beaucoup de temps dans des questions qui étaient importantes, mais qui n'intéressaient pas les gens, comme les débats, au moins 3 mois de débats sur le règlement et tous les débats sur les systèmes politiques. Et je crois qu'on ne m'a pas posé la question, mais je vois la question du système politique, ça a pas mal de dimensions, mais il y a une dimension qui a été aussi très fortement exploitée par la droite et qui est sans paradoxe. C'est les textes, finalement, éliminaient le Sénat, qui a été réintroduit, pas comme Sénat, mais comme une chambre de région. Mais dans l'idée de concentrer le pouvoir politique dans la Chambre des députés. Or, cette idée de l'élimination du Sénat, ça aussi a été présenté comme un danger, parce que dans un système qui restait présidentiel, si jamais le président de la République il se faisait élire avec une votation importante, et puis il avait les moyens de contrôler la Chambre des députés, il avait le pouvoir total. Il n'avait pas le Sénat dans l'esprit des gens. C'est quand même une chambre qui fait une espèce de contrepoids. Donc, cette idée d'absence de contrepoids, ça a été aussi, je crois, mal perçu finalement par la population. Ce n'est pas la question essentielle. Hein. La plurinationalité est beaucoup plus importante pour expliquer les résultats que l'élimination du Sénat. Mais, si tu veux, dans certains secteurs peut-être plus illustrés, qui s'intéressent beaucoup plus au système à la configuration du système politique, cette question de l'élimination du Sénat, ça a aussi joué un rôle. Merci. Alors, on va maintenant aborder des questions un petit peu plus politiques et qui s'articulent aussi aux réflexions et aux questionnements qu'on peut avoir sur les perspectives à court et moyen terme de la situation ouverte par ce rejet massif donc, de ce texte de constitution. D'une part, on demande, Nicolas Mézel, est-ce que vous considérez, Carlos, qu'on a désormais un paysage politique qui est encore plus fragmenté maintenant qu'il ne l'était avant? Ensuite, on a deux questions de Jean Mandelson qui se demande comment, avec la composition actuelle du Parlement, alors ça renvoie là aussi à la fragmentation dont vous avez un peu déjà évoqué quelques aspects tout à l'heure. Hein, on rappelle à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas des spécialistes de la vie du système politique chilien, il y a effectivement une vingtaine de partis dans le Congrès, avec un président qui n'a pas de majorité, en fait, hein, à lui seul. Carlos va nous expliquer tout cela. Donc, comment, avec cette composition actuelle du Parlement, laisser à ce Parlement une telle responsabilité alors que le gouvernement dit, lui, qu'il ne veut pas intervenir dans le nouveau processus de mise en place, on ne sait pas encore de quoi, en tout cas d'un mécanisme ou d'une structure qui va travailler sur un nouveau texte. Comment laisser à ce Parlement si fragmenté eh bien, une telle responsabilité, et est-ce que finalement le gouvernement qui ne veut pas intervenir, est-ce que ce n'est pas une forme finalement de démission du gouvernement par rapport à aux responsabilités du moment? Et enfin, Jean se pose la question de savoir pourquoi le mot République était absent, quasiment absent de ce projet de texte, souvent remplacé par le mot État. Quel sens donner à cette réticence? Je pars par la fin. Ça, c'est pas, je dis à Jean, c'est pas vrai. Hein. L'article premier, ça établit, ça dit, le Chili, c'est un état social, de droit. Et ensuite, il dit, le Chili, c'est une république solidaire. C'est une république solidaire. Ça, c'est article 1 du texte proposé. En fait, on parlait plus de l'État social que de la République solidaire. Mais de toute façon, on parlait de la République
je cite l'article 1. Or, toutes les questions sur la fragmentation, ça, c'est une donnée de la situation, la fragmentation du système politique. Je crois que ça ne peut pas empêcher. Au Parlement, on est obligé de trouver un accord. Le système, c'est la seule possibilité d'avoir un débat démocratique dans l'institution par excellence de la démocratie, que c'est le Congrès. Moi, je ne partage pas tout à fait cette idée du gouvernement de prendre des distances. Moi, je comprends la logique. Quelle est la logique? Le gouvernement, il a le sentiment qu'il a été très lié au débat, que finalement, le rejet, ça a été un rejet sur la gestion du gouvernement. Et que la principale responsabilité du gouvernement, c'est d'améliorer sa gestion. Et donc, se concentrer sur les questions de la sécurité, sur les questions de l'inflation, le pouvoir d'achat, et laisser les débats constitutionnels et surtout les débats sur les règles de ces 12 ans au concret. C'est la décision qui a été prise, qui a été annoncée hier, au Parlement. Le processus a démarré hier. Et ça, il faut voir la télé, il faut voir les informations. C'était un premier débat au concret. Bon, la photo, les cadres, il y avait à peu près une cinquantaine de personnes de tous les partis politiques, et chacun disant quelle était son idée sur la continuation du processus. Il va y avoir, je sais pas, on doit pouvoir trouver un accord parce que il faut absolument continuer le processus. Il y a un engagement de toutes les forces politiques dans le sens que le pays doit avoir une nouvelle constitution. Or, on doit donc définir un système de règles, mais dans les nouveaux textes, il doit y avoir un débat qui n'a pas eu lieu dans la Convention sur la reconfiguration des forces politiques. Comme la convention précédente était une convention à majorité des collectifs indépendants, ils n'ont pas voulu entrer dans les débats sur le système électoral et il n'était pas question de faire quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait fondamental, que c'est une règle qui est dans le sens, par exemple, de la Constitution allemande, qui établit que la représentation, les partis pouvant avoir une représentation parlementaire, ce sont les partis qui doivent dépasser un seuil, disons, de 100% de voix ou des élus dans les élections. Il faut trouver quelque chose de ce type-là, mais il est vrai que c'est très difficile de faire passer une norme de ce genre dans un congrès tout à fait fragmenté. Là, c'est une contradiction qu'il va falloir résoudre d'une certaine manière. Je ne sais pas très bien laquelle, mais il va falloir les résoudre parce que n'importe quel système politique parlementaire, présidentiel, semi-présidentiel, avec ces niveaux de fragmentation politique, ça ne marche pas. Donc, mais je crois que pour l'instant, on n'a pas tout à fait une réponse à cette question. Mais ce qui est vrai, c'est que les principales forces politiques doivent faire un énorme effort dans les semaines qui viennent pour trouver un accord. Il est question que le système de règles soit défini pendant le mois de septembre. Parce que ça peut pas continuer, je sais pas, dans tous les mois qui viennent.
Carlos, j'aimerais, c'est moi qui vais poser là une question, parce que j'ai un peu, je pense, traité tout ce qui nous avait été envoyé par les gens qui sont avec nous. Bon, vous avez évoqué au début de votre intervention, parmi les premières conséquences de ce vote, des choses très importantes. On est passé un peu rapidement dessus, mais vous avez évoqué le remaniement ministériel annoncé hier par le gouvernement, qui effectivement semble sanctionner le retour plutôt au centre de la coalition présidentielle de ce qu'on appelle la concertation, enfin en tout cas du Parti socialiste, de Socialismo Democratico, des gens qui étaient autour du gouvernement de l'époque Bachelet, peut-être au détriment de l'autre composante du gouvernement et de l'Alliance, je pense au Parti communiste en particulier. Bon, ça c'est ce qui est en train de se passer, on voit à gauche avec peut-être une forme de recentrage et de modération disons du gouvernement en cours. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la droite, parce que comment elle se positionne sur tout ça? Parce qu'évidemment, elle a été moteur dans le rejet, même si le score ne lui appartient pas complètement. Il va au-delà disons, de la droite en tant que telle, mais elle a été moteur. Mais il semble aujourd'hui que des positions ne soient pas tout à fait les mêmes entre, par exemple, les partis qui font partie de la coalition de Vamos Chile autour de Sebastián Piñera, ne sont pas tout à fait les mêmes positions que, par exemple, celle de quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, d'un nom que nous n'avons pas évoqué, que c'est José Antonio Cast, et du Parti républicain, qui ne semblent pas, eux, avoir la même position que Vamos Chile sur ce qui est en train de se passer, la même analyse. Et puis, enfin, que dire de la démocratie chrétienne? Comment elle se positionne? Je pense évidemment à l'Union démocrate indépendante, l'UDI. Comment elle se positionne dans ces premiers, disons, débats qui s'ouvrent au lendemain du rejet? Bon, écoute, il y a énormément de points d'interrogation dans tout ce qui va être l'action de la droite. Moi, dans mon intervention initiale, quand je présentais les 4 points d'interrogation, un de ces points-là, c'était la sincérité de la droite par rapport à son engagement, son compromis d'aller vers une nouvelle constitution. Moi, je crois qu'il va y avoir beaucoup de, comment on dit, de gatopardisme, hein, que tout change de façon Rien ne spécifique. change. Rien ne change. Moi, je crois que ça va être une tentation très forte de la droite. Et comme tu le disais, il y a aussi des divisions importantes au sein de la droite. Moi, je vois qu'il y a une partie de la droite, hein, qui a très bien compris que on doit aller vers un changement, qu'ils doivent tenir les compromis qui sont faits pendant la campagne. Pendant la campagne, ils ont dit le Chili a besoin d'une nouvelle constitution. Ils ont dit la constitution de 1980, c'est-à-dire la constitution de Pinochet, est morte. Ils l'ont dit comme ça, hein, noir sur blanc. La constitution de 1980 est morte. Donc, ils doivent tenir leur engagement. Si jamais les secteurs les plus conservateurs l'emportaient au niveau de la droite, s'ils bloquaient la possibilité d'aller vers une nouvelle convention, s'ils agissaient dans le sens de finalement maintenir les textes actuels, ça peut créer des conditions très compliquées dans les pays. Ça va être très compliqué. Moi, je crois qu'il y a au moins une partie de la droite qui a bien compris que le pays est dans une situation difficile, qu'il y a un équilibre qui est très précaire, qu'on a eu une révolte comme celle du mois d'octobre et qu'il faut à tout prix recréer les conditions permettant une reproduction de ce type de comportement. Mais il faut être conscient que ça, c'est quand même c'est un débat au niveau de la droite. Moi, je crois que finalement ça va aller dans le sens de créer les conditions permettant d'élire d'ici quelques mois une nouvelle convention
conventions dans lesquelles la principale force politique vont avoir un pouvoir qu'ils n'ont pas eu dans la convention précédente. Moi, je crois que l'issue de la situation chilienne, ça va aller dans ce sens-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi avoir le soutien de José Antonio Cast et du Parti républicain. Moi, je crois que peut-être pas. Mais je viens de voir, par exemple, au niveau, pour moi, ça a été une surprise. Les partis républicains aussi, il est en crise. Et les sénateurs qui étaient le président du Parti républicain, Edwards, vient de démissionner hier. Peut-être parce qu'il y a aussi des débats à l'intérieur du Parti républicain. Tu vois que ces débats sur qu'est-ce qu'on doit faire si on va honorer les compromis sur l'idée d'une nouvelle constitution, ça c'est un débat qui va traverser l'ensemble de la droite. Ok. Alors peut-être encore une question. On approche de la fin de notre séance. C'est passé très vite, hein. On a encore quelques minutes. Que pensez, Carlos, de la proposition de Ricardo Lagos de confier à un comité d'experts et des sages la charge de la rédaction d'un brouillon, borrador, de nouvelle constitution pour éviter de partir de zéro? Écoute, je crois que ça va pas marcher. Ça, c'est un peu à contresens des sentiments qui existent dans le pays. En fait, du point de vue légal, hein, on, on agit en partant de la base que les mandats du référendum d'entrée restent valables. Et le référendum d'entrée dit qu'il faut aller vers une nouvelle constitution rédigée par une convention élue à 100% pour les citoyens. C'est vrai, la proposition du président Lagos, ça, c'est pas contradictoire. Il dit commençons avec un brouillon qui puisse être rédigé par une commission d'experts. Mais moi, je crois que, par contre, ce qui peut marcher, c'est qu'il y ait en parallèle des nouvelles conventions, une commission d'experts qui puisse alimenter le débat. Mais je vois mal la possibilité de partir par la commission d'experts, qu'on ne sait pas très bien comment on peut la lire. Okay. Je vois mal un itinéraire qui puisse avoir comme point de départ cette commission d'experts. Je ne pense pas que ça puisse marcher. D'accord, merci. Alors une question, et on ira vers la conclusion ensuite, de Alfredo Benitez qui demande, bon, à partir de tout ça, en fait, bon, est-ce qu'on peut vraiment dire, voilà, lui, est-ce que c'est un échec pour la gauche chilienne? Première question. Est-ce que du coup, ça crée une autocritique au sein de la gauche ou est-ce que ça préfigure des fractures ou des divisions nouvelles? Et j'aimerais rebondir là-dessus pour ouvrir un peu la question. Est-ce qu'on peut entrer aussi dans une phase, selon vous, finalement aussi alors soit de mobilisation, de remobilisation du mouvement social pour faire valoir ses droits, ou au contraire, est-ce que tout ça, après 2 ans d'un processus, je crois, assez unique en Amérique latine et dans le monde, où rarement on a eu un peuple qui a été autant appelé à s'exprimer, à faire acte de sa souveraineté populaire, des élections, le processus constitutionnel, est-ce qu'au contraire, on peut rentrer aussi dans une espèce de fatigue politique qui, finalement, va détériorer tout ça de manière préoccupante? Comment vous voyez ça, Carlos? Non, moi, je crois qu'il y a une certaine fatigue. Hein. Je crois que dire aux gens, écoutez, on doit avoir une nouvelle élection le mois de janvier pour élire une nouvelle convention, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, les gens ils sont très inquiets par l'inflation, pouvoir d'achat, emploi, et donc ça peut élargir encore disons, la distance entre les institutions, entre le monde politique et le monde populaire. Il y a c'est évident, il y a une fatigue. Alors, pour ce qui est de la gauche, moi je crois que
c'est vraiment un échec très fort. Hein. C'est un échec très important parce que c'était une possibilité énorme de rédiger une nouvelle constitution, la première constitution du monde paritaire, avec un ensemble de droits pour les peuples originaires, tout ce qui était les principales définitions. Donc, il y a une espèce de gaspillage parce qu'on avait une possibilité et on est dans cette situation-là. Mais je crois que quand même, les 200 ans, ça ne va pas donner exactement le même texte, mais il peut y avoir, on peut avoir quand même une nouvelle constitution qui puisse ouvrir de nouveaux horizons dans le pays. Je crois que c'est peut-être qu'on pourrait prendre l'exemple de la Colombie avec le référendum sur la paix. Le référendum sur la paix, il a été rejeté. L'option pour la paix a été rejetée. Mais par la suite, le système politique a pu se dérouiller pour recréer les conditions permettant d'avancer vers la paix en Colombie. Moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer au Chili, c'est quelque chose de ce genre-là. C'est pas la fin du processus, c'est pas la victoire de la constitution de Pinochet, mais ça va être une solution, disons, à la chilienne, une solution plus intermédiaire, plus hybride, mais nouvelle constitution quand même. Très bien, merci beaucoup Carlos. Je pense que vraiment, on a là une séance qui a été très riche et très enrichissante, j'espère, pour tout à chacun. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre et ça m'a donné beaucoup d'éléments pour réfléchir à tout ça. Alors, j'ai envie de vous poser peut-être une dernière question, si vous n'êtes pas trop fatigué de nos questions. Il nous reste une ou deux minutes. Comment s'est lu ce résultat en Amérique du Sud? Est-ce que vous avez des échos? Comment c'est regardé autour du Chili? Comment c'est perçu tout ça? Moi, je vois que c'est une surprise énorme pour la plupart des gens. Il y a même eu le président Petro. Je crois il est allé un peu trop vite hein, en disant dans un tweet c'est Pinochet qui revient, quelque chose comme ça. Je crois que c'est vrai qu'au au début de la campagne, la campagne était très centrée sur l'idée que soit un nouveau texte, soit la constitution de Pinochet. Finalement, toutes les forces politiques se sont engagées d'aller dans une nouvelle constitution. La droite, elle a dit, nous aussi, on veut une nouvelle constitution, mais une meilleure constitution que les textes proposés. Mais ça, c'est un peu le débat interne. Au niveau de l'Amérique du Sud, je vois que les gens ils étaient très étonnés que quelque chose qu'on percevait comme un progrès évident soit rejeté. Mais je vois que ça, c'est plutôt ce sentiment-là, celui qui s'est exprimé dans différents pays. Moi, j'ai vu que, par exemple, au Brésil, ce sont les forces de droite qui essayent de mettre à leur profit les résultats du référendum chilien en disant, écoutez, regardez comment les Chiliens ils sont très sages, ils ont dit non à une constitution qui était communiste, qui allait permettre que les Chili puissent devenir une nouvelle Venezuela. Il y a des réactions de ce genre. Et tu vois qu'il y a surtout au niveau des forces progressistes, au niveau des forces de gauche, ils étaient assez étonnés. Oui. Malgré le fait que je l'ai dit au début, ces résultats finalement, c'est pas tout à fait une surprise. Je crois qu'il y avait beaucoup d'éléments pour anticiper que c'était l'option rechazo qu'il allait l'emporter. Très bien, écoutez, ce sera le mot de conclusion. Carlos, vraiment un grand merci nous avoir éclairé, tout simplement, sur cette question qui passionne beaucoup de gens ici en France et qu'on n'a pas forcément
disons, la facilité de comprendre et d'analyser. Donc, votre apport pour nous est très précieux. Merci encore une fois. Et puis aussi d'avoir accepté de participer tôt, quand même, le matin depuis Ouais. Santiago. Donc, merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont pu se libérer, donc je disais à cet horaire atypique qui finalement fonctionne bien, parce qu'on a eu quand même pas mal de monde inscrit aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous. Merci pour votre participation, votre contribution à ces questions toutes les plus pertinentes les unes que les autres, qui en plus, je crois, ont permis de guider la discussion vers les points les plus importants de cette analyse politique de ce vote du 4 septembre. On aura d'autres, bien sûr, événements à venir dans le cadre de l'Observatoire électoral de l'IRIS de l'Amérique latine. Vous serez informés, bien évidemment, comme toujours. Et dernière information, ce débat, donc cette vidéo sera disponible pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à partir de demain pour les adhérents de l'IRIS, donc ce petit avantage premium, comme on dit. Et puis, dans quelques jours, je crois une semaine, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, la vidéo sera mise sur le site de l'IRIS en accès public, cette fois-ci, pour toutes celles et tous ceux qui voudront revenir sur l'analyse de l'événement du référendum au Chili. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Merci beaucoup encore, Carlos. Belle journée à Santiago, Ciao, malgré tout. Et bon courage pour tout ce qui est à venir. À bientôt. ciao. Ciao. Au revoir. Ciao.